quelques instants de votre livre. Oui, en fait, ce livre, c'est le deuxième livre, parce que j'avais écrit un premier livre un petit peu plus technique qui s'appelait « Pourquoi l'hypnose du bloc opératoire à la vie quotidienne ?» Et en fait, ma réflexion s'est un petit peu étendue, et surtout sur cette notion de présence. Alors, c'est la présence thérapeutique, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire la relation entre un patient et un thérapeute. Et en fait, j'ai voulu un peu élargir le débat, et je me suis adressé à des cinéastes, Philippe Leguet, à des acteurs de cinéma, Olivier Rabourdin, à d'autres médecins faisant de l'hypnose ou n'en faisant pas, et pour qu'ils parlent aussi de cette notion de présence. Il y a des philosophes aussi qui sont venus accompagner ce livre, et on a parlé de la notion de présence. Qu'est-ce que ça veut dire être présent? Il y a des méditants, parce que la méditation est un exercice de présence, mais il y a, voilà. Donc c'est un livre multidisciplinaire sur simplement qu'est-ce que veut dire être là ou pas là. Voilà, oui. C'est la discussion du livre, être présent ou absent, et dans cette absence, est-ce qu'on retrouve pas en fait une autre présence? Voilà, c'est la discussion. Voilà, c'est la discussion du livre, la présence, l'absence ou la nouvelle présence, espèce de va-et-vient perpétuel dans lequel l'être humain est. Et ça, dans toutes les disciplines, qu'on soit acteur de cinéma, peintre, musicien, médecin, méditant ou psychologue ou thérapeute. Donc on peut inviter les lecteurs à rentrer dans ce livre. Ah, complètement. C'est un livre grand public, publié par Flammarion et qui n'a pas de... Il y a un peu de médecine, mais il y a 1000 choses. On voit en quatrième de couverture qu'il y a de nombreux... Il y a plusieurs noms. Oui, c'est ça. Il y a 12 auteurs. 12 auteurs d'origines différentes, de sensibilités différentes qui sont venus apporter leur contribution. Alors je dis, c'est un livre de table de nuit, c'est on lit un petit chapitre avant de s'endormir, parce que c'est apaisant, hein, il n'y a rien d'angoissant là-dedans. Ou alors, pour ceux qui prennent les transports, un petit bouquin de transport. C'est une œuvre commune entre plusieurs Oui, c'est ça, complètement commune, qui ne nous rapportera pas grand-chose sur le plan financier, et que c'est simplement un livre de réflexion et d'ouverture sur qu'est-ce que veut dire être là. Pour parler d'un autre sujet, vous êtes enseignant votre spécialité, vous l'avez dit précédemment, contre la douleur. Oui, c'est ça, la douleur aiguë. Qui est un sujet vraiment d'actualité en médecine, puisque le traitement de la douleur, c'est vraiment un axe actuellement dans les facultés de médecine. Et pourriez-vous nous dire un peu l'évolution La douleur, c'est un vaste sujet. Hein. Il y a eu le plan Kouchner qui a maintenant près de 25 ans, qui a défini la prise en charge de la douleur. Après, se sont installées des consultations de la douleur spécifiques pour les douleurs chroniques, rebelles, dans lesquelles il y a une prise en charge multidisciplinaire et dans lequel, depuis maintenant 5-6 ans, l'approche hypnotique s'est intégrée. Mais il reste tout cet aspect douleur aiguë aux urgences, au bloc opératoire, et puis dans les services. Donc il y a une formation quand même importante, mais il semble quand même que les résultats dans les enquêtes, dans les cliniques, soient pas vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a encore de la douleur dans les services hospitaliers et dans les urgences. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux décrivent parfois pas assez de prise en charge en fin de vie, on dirait, dans des Il y a tout le problème de la fin de vie. Alors là, c'est toujours le même problème. Il y a les services spécialisés avec les soins palliatifs qui sont là et qui sont sûrement plus performants qu'un service lambda dans lequel il y a des malades en fin de vie, d'autres qui ne sont pas en fin de vie. Et que vous savez qu'actuellement, le personnel hospitalier est quand même bien surchargé et que cette discrimination est difficile. Et en plus, il y a un problème de formation. C'est-à-dire qu'une infirmière d'un service de chirurgie ou une médecine n'a pas nécessairement la formation pour aborder les fins de vie. Formation et puis son envie personnelle. Ce qui n'est pas vrai dans les services de soins palliatifs dans lesquels les gens sont formés et dans lesquels il y a une ambiance, un contexte qui est tout à fait différent. Pour vous donner un exemple, une personne en fin de vie demandait au praticien de le faire mourir, enfin d'achever ses souffrances, et à partir du moment où il a eu des soins contre la douleur, il n'avait plus cette demande. Ben voilà, vous avez tout dit. J'ai plus rien à dire, vous avez tout dit. C'est quand même... C'est central. Oui. C'est central. Vous savez, ce qu'on disait, il y a des moments où il n'y a plus de mots. Oui. Donc voilà, j'ai rien à rajouter. Et pour parler une dernière fois de l'hypnose, pour vous l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qu'on peut creuser vraiment pour améliorer les thérapies en général, ou
disons, aider à la thérapie. C'est vraiment ce qu'on a essayé de dire là. C'est-à-dire c'est un processus, et c'est un processus qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'entre Mesmer, Roustan, Chertok et maintenant, le processus est en train de changer. Il y a les bases cliniques qui restent qu'elles sont, mais probablement la compréhension par les neurosciences, mais c'est pas encore là, mais par certaines réflexions, est probablement en train de changer, et l'approche hypnotique est aussi en train de changer. Mais tout ça, ça va être des processus longs, mais qui commencent à être bien ancrés dans les pratiques. Mais ce qu'on a bien insisté avec mon collègue Eric, c'est que tout ça se rentre dans un contexte, et nous, on pense que tout ça doit être médicalisé. Alors qu'après, il y a, comme disait le jeune garçon là, qui est éducateur spécialisé, dans sa pratique d'éducateur spécialisé, quelques techniques issues de l'hypnose, issues de la méditation, issues de la sophrologie qu'il vient intégrer, ça c'est parfait. Il sera excellent, là, excellent comme éducateur spécialisé. Mais s'il veut s'occuper de diabète, d'épilepsie, de maladies chroniques, de malades en fin de vie, d'actes chirurgicales, là il va devenir moins bon. Comme disent les Anglais, the good man in the good place. Voilà, encore une fois, vous avez tout dit. Et vous pensez que, parce qu'un médecin qui serait un peu réfractaire à l'hypnose, enfin un peu méfiant, disons, dirait que, est-ce qu'il y a des modifications biologiques dans le corps lorsqu'on est, parce que souvent c'est la preuve médicale, ça, absolue. Est-ce qu'il y a vraiment le petit... Pour l'instant, on n'en sait rien là-dessus. Ou pas grand-chose, ou moi je le sais pas en tous les cas. Déjà le fait qu'on voit à l'IRM, dans les neurosciences, par les imageries, qu'il se passait quelque chose, l'acte hypnoprix a fait un bond en avant. Oui. Alors si vous trouvez qu'il y a une molécule miracle, alors là ça va être super. Non mais qu'il y a simplement un changement biologique pendant l'expérience clinique. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas cette connaissance. Très bien. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à creuser sur l'hypnose. Oui. Beaucoup, comme en neurosciences en tout, parce que tout ça, ça sera pas simplement de la biologie, ça sera aussi de l'imagerie, ça sera... pour l'instant, on n'intègre pas, c'est-à-dire qu'on montre des choses au fur et à mesure, on ne sait même pas à quel niveau du processus on est. Bon, quand tout sera intégré, on verra. Vous savez, dans les services dans les gens qui font des neurosciences, il y a des médecins, il y a des statisticiens, il y a des polytechniciens, il y a des chimistes, il y a tout. Donc voilà. Donc voilà. Laissons les choses se faire tranquillement. Non, c'est vrai que l'imagerie médicale aussi montre des choses. Oui. Ça montre, mais ça explique pas tout. Ça montre. Oui. On peut s'en passer parfois. Des fois, il y a des choses que le patient ressent. Bien sûr. C'est encore plus parlant que l'imagerie. Bien sûr, bah évidemment. Mais l'imagerie aide à comprendre aussi des choses. Enfin voilà. Il y a un professeur de médecine qui disait que il n'y a pas que les analyses, il faut aussi écouter le patient. C'est lui qui ressent bien son corps. Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. C'est la présence. Oui. Merci monsieur. Merci. Bonne suite à vous. Merci.